Tiens, cette question à présent, peut-on vraiment éviter une prochaine récession? Ça tombe bien, c'est la couverture de cette semaine du magazine L'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour. Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc, à l'hebdomadaire. On voit la couverture. Alors certes, il y a des signes de ralentissement, Béatrice. Il y a des signes de ralentissement, on va les lister dans le monde, etc. Mais bon, il y a quand même de la croissance aujourd'hui. D'ailleurs, l'OCDE nous dit aujourd'hui, ce qui est vrai, le chiffre est sorti aujourd'hui, la croissance mondiale sera au plus bas depuis 10 ans, un petit peu en dessous des 3%. Mais là, de là à parler de récession en vue, vous nous faites une couverture racoleuse, c'est ça? Il faut vendre du numéro, faut vendre du papier, c'est ça? Vendre du papier. Alors, il faut déjà lire, parce qu'on a la réponse quand on a lu le papier. Alors, c'est vrai qu'il y a des signaux faibles un petit peu partout. Ténus. Oui, et puis certains qui sont moins ténus que d'autres, quand même. Quand on regarde ce qui se passe dans l'industrie allemande, là, clairement, l'industrie allemande est en récession. Les coûts sont multiples, et notamment le poids de l'automobile, qui est très, très important, et la conséquence sur tous les sous-traitants automobiles. J'ai vu les chiffres que vous sortez. C'est hyper intéressant. Le secteur auto, au sens très large, avec les sous-traitants, ça correspond à quoi? C'est un peu plus de 2 millions d'emplois. Ouais, c'est la moitié C'est la moitié de l'excédent commercial allemand. La moitié de l'excédent commercial allemand vient du secteur auto et de ses dérivés. Voilà, donc c'est considérable. Ça absorbe quasiment 40% de la production d'acier. Donc les conséquences en chaîne sont très importantes sur le secteur auto, et on voit très clairement que la production industrielle, production manufacturière allemande s'est vraiment repliée, et l'Allemagne, aujourd'hui, tient grâce à la consommation et à la construction. Mais c'est localisé sur l'Allemagne, parce que c'est vrai qu'après on peut écouter les prophètes noirs. C'est vrai que vous citez, c'est vrai, Nouriel Roubini. Roubini qui dit… Il l'a vu une fois il y a 10 ans, et on le remercie d'ailleurs. C'était pas le seul, mais ils étaient comme assez peu à l'avoir vu venir, cette grande récession de 2008-2009. Il nous dit, mais en gros, ça y est, c'est inévitable. Et en même temps, ce qui vient étayer cette sombre prophétie, au-delà, c'est pas rien, l'industrie allemande, certes, qu'est-ce qu'on voit, les agriculteurs américains, mais c'est parce que c'est la guerre commerciale, les rétorsions, mais ça reste localisé, ciblé. Voilà, donc il y a des points… Pardon, Non, mais il y a des points chauds. On voit l'Allemagne, il y a le freinage chinois qui est indéniable, mais on est si on croit encore aux statistiques chinoises, un peu même légèrement inférieur à 6. Il y a ce qui se passe dans certains marchés émergents, l'Argentine, il y a effectivement les agriculteurs américains, il y a ce qui se passe dans certains aussi pays au cœur de cette mondialisation, certains pays asiatiques, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, pour aussi des raisons différentes. Mais qui sont en récession. Mais qui sont quasiment, Hong Kong est en récession. Donc, vraiment, il y a une machine qui… Et Hong Kong est un indicateur avancé de ce qui se passe dans le reste du monde? Non, mais il y a des signaux faibles, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication en fait, de petits clignotants ou incendies qui s'allument un petit peu partout sur la planète pour des raisons différentes. C'est vrai que ce qui se passe en Argentine n'a pas grand-chose à voir avec l'automobile allemande. Donc, c'est pour ça que c'est assez différent de 2008, mais l'OCDE nous dit 3% moins de croissance. Au plus bas depuis 10 ans, mais plus bas depuis 10 ans. Pas de récession. Non. Alors, quand on regarde la photographie au niveau mondial, quand on regarde la croissance mondiale, on estime qu'on est en situation de récession quand on est à 2%. 2% de croissance au niveau mondial, c'est une situation de récession. On n'en est pas encore là. Et la situation est vraiment différente de 2008-2009. 2008-2009, c'était le gouffre, c'était le monde qui s'ouvrait, c'était au pied de toute la planète économique et financière. Là, on n'en est pas du tout là, parce que les banques centrales sont là, elles sont dans une fuite en avant de baisse de taux de plus en plus. On n'est pas au bout du tout des taux d'intérêt négatifs. On va s'enfoncer encore plus là-dedans parce que de toute façon, les banques centrales n'ont pas la possibilité de faire autrement. Oui, sauf que ce qu'expliquait Patrick Artus, il nous l'a redit d'ailleurs dans un déjeuner qu'on a fait ensemble il y a très peu de temps, il n'y a pas seulement nous, mais tous les journalistes éco de la place, il disait, mais à l'ère des taux zéro, tous les emprunteurs, tous les agents économiques, ménages, entreprises et États, sont solvables. Donc une crise liée à un surendettement n'est plus possible, comme le surendettement des ménages immobiliers américains. C'est exactement ça. Donc pas de crise financière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de récession. Pas de crise de surendettement parce qu'on a justement ces taux zéro, voire taux négatifs, et donc pas de crise bancaire et financière. Donc on rentre dans un monde, c'est ce qu'on a appelé un peu, c'est la récession molle ou la croissance flasque, quoi. C'est le purgatoire économique. Et ça peut durer longtemps. Ouais, mais vous n'êtes pas en train de nous réinventer via un néologisme la stagnation séculaire, parler de, j'aime bien l'expression, de croissance flasque, de récession molle.
C'est la stagnation séculaire, c'est-à-dire c'est une croissance, voilà, une croissance. Alors, ce qui est net, pas c'est que folichonne, quoi. les cycles, on se dit, mais où sont passés les cycles? Et ça, c'est très vrai. Quand on regarde historiquement depuis 1945, cette boucle qui était reprise, expansion, stagnation, récession, en général durait 45 mois depuis 1945. Là, on a, depuis la phase de sortie de la récession de fin 2009, en fait, on est sur 121 mois. On se dit, donc avec une reprise qui a été beaucoup plus longue, donc, beaucoup moins intense. Voilà, donc et les forte prophètes aussi, hein. de malheur disent, mais forcément, regardez, ça fait 121 mois, forcément, ça va arriver. Sauf que le cycle a changé de nature parce que les banques centrales, parce que, regardez ce qui se passe sur le marché pétrolier. Toutes les récessions passées ont été au préalable. Il y avait une flambée des prix du pétrole. On n'observe pas ça aujourd'hui. Aussi parce que de façon structurelle, l'intensité énergétique de la croissance a été réduite quasiment de moitié depuis même si 30, il y a toujours besoin d'un million de barils jour de plus chaque année Bien dans le sûr, monde. mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait il y a 20 ans. Parce que le poids, pareil, le caractère cyclique de la consommation est lissé aussi par le poids des dépenses contraintes qui font que même si le pouvoir d'achat se réduit, ce poids des dépenses contraintes fait que la consommation ne va pas s'effondrer. Le cycle le plus long aujourd'hui économique, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Et c'est vrai qu'on entend souvent, il y a des panels d'économistes qui sont interrogés. On a 20, 32, 35, 40% des économistes américains qui craignent effectivement cette récession sur 2020, 2021. Sauf que pour l'instant, ce qu'on voit, et vous l'avez dit, vous l'avez écrit, effectivement, c'est une croissance qui est attendue au troisième trimestre encore de 2%. C'est alors le chiffre sur la croissance des salaires, j'étais surpris d'où vous sortez ce chiffre parce que je vous ai lu évidemment 4,5% de croissance des salaires. Moi, quand je regarde les chiffres du mois dernier, c'était 3,2%. Les salaires progressent assez rapidement en ce moment aux États-Unis. Pour ajouter les bénéfices, peut-être les avantages sociaux aussi. Oui, c'est des statistiques officielles. Hein, donc, sur le marché du travail, tous les mois, il y a les statistiques du bureau américain qui parlent de 3,2% en rythme annuel de hausse des salaires. Donc le 4,5, je me suis dit, il sort d'où là? Si, c'est les statistiques officielles, je ne les ai pas inventées. Ah non. Et le taux de chômage est au plus bas. Il faut voir quand même que quand on recalcule un taux de chômage en prenant tous ceux qui sont sortis du marché de l'emploi, on est plus près sur des taux de chômage européens de près de 8%. Mais ça tient. Ça tient aussi parce que on a cette banque centrale qui a encore baissé les taux d'intérêt, parce qu'on a eu un stimulus fiscal l'année dernière très important. Donc, la question c'est, est-ce que Trump peut en refaire davantage? Parce que il faudra pour ça qu'il ait les démocrates avec lui. Il faut qu'il ait l'accord des démocrates. Donc, dans l'année qui vient, sans doute pas, tout va dépendre de l'issue de la campagne présidentielle. Mais ce qui va monter beaucoup, c'est dans les prochains mois, c'est l'idée de la relance budgétaire, parce qu'on voit bien que les banques centrales... Et Draghi, il était très clair. Mario Draghi, il l'a dit clairement, il a cet appel comme ça, encore une fois, aux États, sachant qu'on a compris qu'en zone euro, ce n'est pas tous les États, et effectivement, c'est ceux qui ont des sous et des excédents, notamment l'Allemagne, 2 points de PIB de marge de manœuvre excédentaire pour les Allemands, sauf qu'on est toujours dans le niet. Enfin, moi, j'entends qu'il y a un débat en Allemagne, mais... Le débat commence un tout petit peu. Mais on est au début du commencement. On est au début du commencement. Tous les experts allemands qu'on a pu rencontrer sur ce dossier nous disent on ne gagne pas les élections en Allemagne en promettant des dépenses. Même les Verts... on n'est pas en France. On n'est pas en France. Et puis, il y a tout va dépendre aussi de la solidité de la coalition. C'est-à-dire que la relance budgétaire coordonnée au niveau européen et une relance... Bon, ça, c'est... C'est chimérique, ça. Ceux qui croient à ça, ils croient au Père Noël. Voilà. Et même une relance budgétaire en Allemagne... c'est un sujet éminemment politique. Tant que la coalition SPD-CDU est aussi fragile, il ne se passera rien. Et puis même dans la constitution allemande, alors je ne suis pas un expert, vous l'avez évoqué, il y a l'objectif, la contrainte d'être à l'équilibre budgétaire. C'est très compliqué. Alors, en fait, il y a la contrainte qui a été votée juste après la crise de 2009. Le Schwarz-Null. Schwarz-Null, qui est le zéro noir, en fait, donc c'est l'équilibre budgétaire, n'est pas dans la Constitution. Ce qui est dans la Constitution, c'est un frein à l'endettement, c'est-à-dire qu'il y a un calcul qui fait que l'endettement allemand ne peut pas progresser. En revanche, le Schwarz-Null, l'équilibre budgétaire, est dans l'accord de la coalition. Mais c'est l'accord de coalition, donc, tant qu'il y a une mais coalition, ça n'a pas été inscrit dans la Constitution.
En résumé, la croissance mondiale, encore une fois, le commerce mondial freine trop vite. C'est ça aujourd'hui, en instantané, le sentiment qu'on a, ça freine très très vite. Ça freine très vite, hein, ça freine très vite. Il y a, en même temps, c'est la photographie du commerce mondial quand on regarde ce qui se passe d'ailleurs sur le fret, vous avez aussi un commerce intra-régional qui est très dynamique. Donc ça montre bien qu'il y a une forme de démondialisation comme on l'a connue On la voit vraiment. et une re-régionalisation. C'est pas commerce. Non, le c'est pas la même commerce. chose. Non, c'est pas la même chose de parler de démondialisation et de re-régionalisation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté c'est deux mouvements qui sont parallèles en fait. Ouais. C'est deux mouvements parallèles. Le commerce intra-asiatique est très dynamique en ce moment. Parce que Parce qu'il y a les échanges, parce qu'il y a des... Par exemple, quand vous faites une relocalisation des chaînes de valeur, que vous quittez ou vous assemblez moins en Chine, mais plus au Vietnam ou au Bangladesh, etc., Ouais. finalement, votre... et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine accroît effectivement Bien sûr, cet éclatement des chaînes de valeur ouais. et une re-régionalisation des échanges. Avec la volonté pour les producteurs, dit-on souvent, d'être aussi plus près des consommateurs, ça tient, ça aussi, de produire plus près de... Ou c'est un argument un peu pipeau? Bon, c'est sans doute... c'est un argument marketing de bobo. D'accord. On finit là-dessus, juste, on voit la couverture. Il y a cette histoire d'inversion de la courbe des taux, vous en parlez, qui est annonciatrice dans l'histoire, quand les taux courts sont plus hauts que les taux longs, qui annoncent une récession à horizon de quelques trimestres, c'est ce que vous dites. Mais je ne sais plus quel expert me disait, mais ça, honnêtement... ça marche plus. C'est pas que ça marche plus, c'est que déjà ça fait des mois et des mois qu'on agite ce chiffon rouge, pour l'instant on ne voit rien. Et cette configuration inversée sur les taux, encore une fois, a annoncé 10 des 6 dernières récessions, me disait un expert. C'est-à-dire que oui, elle les annonçait à chaque fois, mais elle en a annoncé certaines qui ne sont jamais produites. Oui, tout à fait. Et puis, le fait est, le monde en fait des taux zéro, c'est quand même un monde très différent. Même le monde des taux négatifs, c'est un monde très différent qui fait que cette courbe des taux d'intérêt, comme indicateur avancé de récession, a perdu sans doute de son caractère prédictif. Récession, pourra-t-on y échapper? C'est en couverture de l'Express de cette semaine. On va y échapper, mais on aura le droit à une... Alors c'est quoi l'expression? Le purgatoire? C'est le purgatoire, c'est la croissance flasque ou la récession molle. Voilà, à lire cette semaine dans l'Express, signé notamment Béatrice Mathieu, rédactrice en chef de l'Hebdomadaire. Merci Béatrice. Merci.